Fini la récréation, ceux qui volent l'État congolais à travers ses imprimés de valeurs et insignes de souveraineté n'auront plus que leurs yeux pour pleurer. L'élaboration et l'actualisation des arrêtés interministériels étaient au cœur d'un atelier avec les experts des différents services d'assiette de la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations des GERAD pour permettre à chaque secteur pourvoyeur de recettes fiscales et non fiscales de percevoir les droits et taxes dus au trésor public conformément à la loi. Bâtir l'émergence du Congo démocratique par la gouvernance, c'est le titre de l'ouvrage de Jean Elongo Ongona porté sur le fonds baptismaux qui analyse et propose quelques pistes de solutions pour l'avènement d'un Congo véritablement riche sur base de ses immenses potentialités avec une population à la fois prospère et heureuse. Les développements de ces titres et bien d'autres, c'est dans le corps de ce magazine Fiscalité et Développement dans une présentation de Ruben Mayoni Ntiakiyunga. Agence Galaxy Media, la passion de développer la RDC. Madame, Monsieur, c'est encore et toujours un réel plaisir pour moi de vous retrouver dans le cadre de Fiscalité et Développement, qui est la grand-messe des finances publiques en République démocratique du Congo. L'élaboration et l'actualisation des arrêtés interministériels sont à l'ordre du jour à la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations des GERAD pour permettre à chaque secteur pourvoyeur des recettes fiscales et non fiscales de percevoir les droits et taxes dus au trésor public conformément à la loi afin de donner à l'État les moyens de sa politique. Un atelier tenu du 16 au 20 août 2021 s'est apaisanti sur la question. Voici les détails dans ce reportage de Priska Sekana et Gédéon Mouaï. C'est dans cette salle appelée salle de réunion 2 de la DGRAD que les experts de cette régie financière et ceux de différents ministères ont durant une semaine procédé à l'élaboration et l'actualisation des arrêtés interministériels portant fixation des taux de droit, taxes et redevances à percevoir à l'initiative de leurs secteurs respectifs afin de donner à l'État congolais le moyen de sa politique. Il s'agit des ministères de l'Environnement et Développement durable, des Mines, de l'Intérieur et Affaires coutumières, des Infrastructures et Travaux publics, ainsi que de la Santé publique, de l'Agriculture, Pêche et Élevage, du Tourisme et de la Justice et Garde de Sceaux. Par cette révisitation des arrêtés interministériels, un nouveau service d'assiette a vu le jour. C'est celui de la chancellerie des ordres nationaux, longtemps resté comme étant un service consommateur en lieu et place d'être générateur de recettes pour le trésor public. Une catastrophe, une chaos pour l'État qui sortait assez d'argent pour entretenir ces services, mais qui en fait ne produisait rien. Et ce sont des particuliers inconnus qui ont profité des missions développées la chancellerie des ordres nationaux pour organiser d'abord la fabrication, l'importation et la commercialisation des symboles et attributs de souveraineté de l'État. Ça, c'est assez grave que les particuliers qui ne sont pas connus, ça se permettent un tel commerce. Et dans la rue, nous voyons des vendeurs à la sauvette qui vendent tout. Drapeaux, drapelets, écharpes, rubans, voire rubans. Et les fusils du chef de l'État, on ne sait pas qui organise sa commercialisation. Face au désordre qui a régné pendant des décennies dans les secteurs de la chancellerie des ordres nationaux, aujourd'hui, grâce au projet de loi des finances 2019 pour l'exercice 2020 qui a fait de la chancellerie des ordres nationaux un service générateur des recettes, l'État congolais, à travers la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations des GERAD, s'en va en guerre contre toute contrefaçon des attributs et symboles de l'État congolais. Le projet d'arrêté interministériel devait continuer les sanctions aux contrevenants. Selon la loi, n'a pas sa raison d'être. S'il n'y a pas de sanctions, il ne sera pas appliqué. Donc les sanctions, elles sont là. Donc elles commencent par les importateurs, les fabricants, descendent jusqu'au niveau des usagers parce qu'eux aussi participent à la contrefaçon
des symboles et attributs de souveraineté de l'État. Tous ces éléments seront timbrés demain et nous ferons un travail de vulgarisation. Et la personne qui achète n'aura qu'à vérifier si la marchandise achetée est homologuée. Et là, bon, quand vous passez outre là, eh bien, vous trouverez la police sur votre chemin. Une fois les arrêtés interministériels portant fixation de taux de droit, taxes et redévances du pouvoir central signés et promulgués, une grande action s'est ramenée sur le terrain pour être non seulement vulgarisée, mais serviront également à dissuader et décourager tous les vendeurs à la sauvette ainsi que les fabricants et importateurs des symboles et attributs de la souveraineté nationale congolaise. Dans le Congo profond, pendant que la Direction générale des douanes et axes pense moderniser et étendre ses infrastructures, certains compatriotes s'évertuent à casser l'élan de l'administration de Jean-Baptiste Nkongolo Kabila, directeur général des douanes et axes. C'est le cas de le dire dans la province douanière du Katanga et précisément à Kasumbalesa, où les terres appartenant à la DGDA Katanga sont spoliées par des tiers. Plus de détails avec la mère Yuma Ramazani, notre correspondant permanent dans le Grand Katanga basé à Lubumbashi. Depuis quelques années, la province douanière du Katanga en général et le poste frontalier de Kasumbalesa en particulier ont pris de l'avance en termes de modernisation des infrastructures douanières. En effet, après la mise en service des 2 parkings mieux identifiés comme des aires de stockage à l'import et à l'export à Kasumbalesa, l'administration douanière ne se fatigue pas de construire et encore construire pour amener le poste de Kasumbalesa au standard international. Des sols aux abords de la frontière avec la Zambie poussent ce nouvel immeuble. Mieux que le premier, celui hérité du gouvernement il y a quelques années, dans la mesure où celui-ci est construit en matériaux durables. Un peu plus bas au niveau de Whisky, le bureau de la sous-direction voit se moderniser son parking de véhicules du personnel ainsi que le bureau du sous-directeur. Pacific Trading, qui gère ses infrastructures, entrevoit d'autres travaux de grande envergure qui iront jusqu'à l'élargissement des différentes aires de stockage. Il y a 2 axes. Le premier axe, c'est ce que vous voyez là, c'est le parking aménagé pour les bureaux de la DGDA. Okay. La raison principale, c'était d'améliorer la visibilité à l'entrée, vu que c'est quand même un point important de Kasumbalesa et de la DGDA. Et des 2, c'était aussi pour sécuriser un peu le trafic qui se passe autour du bureau, vu que l'espace était utilisé et par les tracts et par les véhicules des usagers. Et faire ces travaux non seulement dénote de la volonté de l'administration Jean-Baptiste Nkongolo Kabila Mouchi, directeur général des douanes, de mieux faire, mais aussi cela demande d'abord la disponibilité des terres sur lesquelles il faudra bien bâtir. C'est justement là que l'on remarque que la plupart des terrains appartenant à la DGDA Kasumbalesa font objet de spoliation comme à Lubumbashi et à Kipushi. Pour arrêter l'hémorragie, la direction générale a dépêché cette semaine au Katanga encore une fois le directeur de la logistique, M. Mbouaki, accompagné d'une forte équipe dont les services des affaires juridiques de la DGDA et du Pacific Trading a été sur tous les fronts menacés. Comme ici, c'est des hectares entiers qui sont pris par des tiers qui y construisent déjà. Mécontente, se référant à son certificat d'enregistrement intact et inaliéné, la DGDA a entrepris des démarches auprès du cadastre alors que des tiers ont loti ce terrain inscrit en son nom depuis près de 20 ans. Ici, par exemple, un haut officier de la police congolaise, armé et terrorisant tout le monde à Kasumbalesa, s'est même permis de détruire méchamment le mur que la DGDA a construit pour délimiter son patrimoine. C'est un dossier qui date de longtemps. Les terrains spoliés ont été sujets de plusieurs discussions et la décision finale était de sécuriser en plaçant une clôture. Une clôture qui a été menacée par un... une clôture dès le départ menacée par les personnes, certaines personnes qui occupent le terrain. Et donc la population a dû casser une bonne partie de la clôture qu'on a d'ailleurs refaite.
Et c'est ça. Donc on est déterminé, on ne va pas s'arrêter là, on a décidé de continuer. Donc les travaux continuent jusqu'à terminer la clôture. Grâce à l'intervention personnelle du commissaire provincial de la police du Haut-Katanga, les travaux ont repris pour l'érection de ce mur, même si l'intérieur est sérieusement spolié, avec des maisons érigées, comme vous le voyez sur ces images. Dans la perspective où la ville de Kasumbalesa s'agrandit du jour au jour, la douane se doit de se faire accompagner par les différents services étatiques en vue de protéger son patrimoine, aujourd'hui menacé. Rendons-nous à présent à la Banque centrale du Congo, BCC, où, sous le haut patronage du président de la République, la RDC a organisé de façon virtuelle les 19 et 20 août 2021 la 43e réunion du Conseil des gouverneurs de l'Association des banques centrales africaines, ABCA en sigle. Placée sous le thème « Les économies africaines et la pandémie de Covid-19 », gestion de la crise et politique de relance économique, ce symposium a abouti par la prise de fonction de Madame Malangou Kabedi-Mbouyi, gouverneur de la Banque centrale du Congo comme présidente de l'Association des banques centrales africaines. Elle succède ainsi au gouverneur de la Banque nationale du Rwanda. Images et commentaires, Didi Mavambou et Fanfa Makitu. C'est son premier face-à-face officiel avec la presse. Malangou Kabedi-Mbouyi vient juste de prendre la présidence de l'Association des banques centrales africaines ABCA, et c'est à l'issue du symposium de la 43e réunion du Conseil de gouverneurs de l'ABCA, dont les travaux ont été ouverts le jeudi 19 août par le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kyenge au nom du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. La patronne de l'Institut des missions succède à son confrère du Rwanda pour un mandat d'une année. Malangou Kabedi-Mbouyi veut que l'ABCA avance dans ses perspectives d'arriver à une parfaite intégration économique et monétaire de l'Afrique. Les décisions qui ont été prises aujourd'hui ont porté, comme je l'ai dit, sur des travaux qui avaient été commandités par l'association, qui portent sur des éléments de l'agenda que l'association doit mettre en place pour réaliser les objectifs qu'il s'est fixés. Et un élément important là-dessus, sur lequel va aussi porter la mandature de la BCC, c'est par exemple le système, l'intégration des systèmes de paiement en Afrique. Comme vous savez aujourd'hui, même lorsqu'il y a des échanges au niveau des pays africains, les études ont montré que les paiements passent toujours par les systèmes soit en Amérique du Nord, soit en Europe. Et donc il y a ce projet important de mettre en place un système de paiement intégré des banques centrales africaines. Il y a déjà une expérience pilote au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Et donc, il s'agit de voir qu'est-ce qui peut être fait au niveau des différents pays, de manière à ce que nous puissions arriver à un tel système, et particulièrement un système avec des paiements qui se font dans les monnaies de nos pays respectifs. Placé sous le thème « Les économies africaines et la pandémie de Covid-19, gestion de la crise et politique de relance économique », ce symposium qui a réuni les gouverneurs des banques centrales africaines a atterri sur plusieurs recommandations pertinentes, parmi lesquelles affiner les mesures de politique monétaire mises en place en cette période de crise sanitaire en vue de soutenir la relance économique, procéder à une levée progressive de mesures non conventionnelles adoptées par les banques centrales pendant la crise, assurer une meilleure coordination entre les politiques monétaires et budgétaires à l'effet d'assurer la stabilité du cadre macroéconomique et favoriser la digitalisation des services financiers et l'intégration des systèmes de paiement à l'effet de faciliter les échanges commerciaux entre États. Et puis, les travailleurs du secteur du commerce appelés sous-traitance aux entreprises dites utilisatrices ont déclenché une grève de 2 jours, soit les 17 et 18 août 2021, ici à Kinshasa, la capitale congolaise. Ces derniers revendiquent l'amélioration des salaires et la régularisation de leurs conditions de travail. Les SMIG, le contrat et l'horaire de travail sont les 3 points
qui ont fait l'objet de leurs revendications. Raison de la descente de la ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, Claudine Ndusinkembe, au siège de l'Association des travailleurs du Congo, ATCO, sur l'avenue Bokassa, dans la commune de la Gombe, où s'étaient réunis tous les travailleurs qui revendiquent leurs droits en vue de palper du doigt la réalité sur leur mouvement de grève. Témoin de l'événement, Geneviève Mizegele et Christian Kenina. C'est sur cette mélodie révoltante que les travailleurs du secteur d'e-commerce appelés sous-traitance aux entreprises dites utilisatrices manifestent leur mécontentement devant leurs magasins contre leurs employeurs. Ils ont déclenché une grève de 2 jours, soit du lundi 17 au mardi 18 août 2021. En se référant au décret numéro 18/017 du 22 mai 2018 portant fixation du nouveau SMIC fixé à $5, ces employés portent leurs revendications sur les contrats, l'horaire du travail et le SMIC qui est le salaire minimum interprofessionnel garanti. La ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, Claudine Ndusinkembe, est même descendue sur les lieux pour écouter les réclamations de ces travailleurs. Aujourd'hui, vous êtes en train de voir le travail à l'extérieur. Nous avons 2 sortes de catégories de travail ici dans le secteur du commerce. Il y a ce qu'on appelle les travailleurs engagés et le travail sous-traité. Mais il y a un point commun qui tient. Cela veut dire le problème de SMIC entre les travailleurs engagés et les travailleurs sous-traités. Nous disons à notre gouvernement de prendre en considération les Congolais. Parce que c'est presque les expatriés qui disent de temps à autre que votre gouvernement, ça se trouve en nos poches. Il n'y a pas le spécial, vous allez faire absolument rien. Même vous êtes à l'extérieur, on peut écrire ce qu'on peut écrire, il n'y aura rien qui va se passer comme changement. Si le gouvernement, Samaloukonde, d'ailleurs lui paye, ici dans ce secteur, ça échappe le gouvernement. Nous avons beaucoup de catégories des expatriés. On a des Chinois, on a des Libanais, on a des Indiens et on a des Ouest-Africains. Chacun dans chaque société qui se retrouve chez le Nigérien des Ouest-Africains, là-bas on paye à $30 ou $40, donc 60 000 francs congolais par mois. Chez les Chinois, $80, $100 par mois. Chez les Indiens, chez les Libanais, il n'y a pas personne qui a totalisé le SMIC. Selon certains travailleurs, les conditions de travail au sein de ces entreprises sont précaires et très difficiles. Ces livreurs expliquent. Nous revendiquons d'abord la régularisation de notre condition de travail, madame. Horaire Yamsala, que ça soit respecté, salaire, n'habitué à la rivière à la hausse. Et puis que nous soyons aussi rémunérés NATO du jour, comme nous partons ailleurs. Nous, on nous paye NATO il y a 141, alors que sur le terrain, tous les hommes sous. Alors, vu que nous sommes aussi les responsables, nous louons quelque part, nous avons des descendants qui dépendent de nous, et puis nous avons la famille. Ce que tel même c'est nulle part au monde. Un expatrié, un Congolais allait s'imposer ailleurs, ça ne se fait jamais. Mais ici, dans notre pays, les lois sont là. La Constitution nous donne la liberté d'expression, la liberté de travailler. Mais ici, toutes les conditions, toutes les lois sont bafouées par les expatriés. Pour rétablir la paix sociale dans ce secteur, la ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale a demandé à ses travailleurs d'identifier toutes les sociétés qui ne respectent pas les SMIG. Question de s'inscrire dans un processus de recherche de solutions afin de créer un climat d'entente entre employés et employeurs ou carrément sommer ou sanctionner sévèrement des patrons d'entreprises qui refusent de se conformer à la loi. Parce que les entreprises nous sont
respecter SMIC. Moussous pas respecter. Il faut identifier liste d'entreprises oyo. Pas pour respecter SMIC. Na yango biso. Inspection générale du travail, Rongona, Bino, collaboration na Bino, syndicat du travail. Donc, pour accompagner Moussalawana, donc, il y a des malins, mais donc, pour Moussa, par condition, Moussala Boete. Les gouvernements de la RDC s'attellent à apporter des solutions durables tout en sauvegardant les intérêts de toutes les parties. L'inspection du travail se chargera de veiller à la stricte application des mesures qui doivent être exécutées sans faille sous peine de sanctions sévères pour les contrevenants. En attendant que leurs revendications trouvent gain de cause, ces travailleurs du secteur du commerce ont décidé de reprendre le travail au terme de leurs échanges avec la ministre de l'Emploi le mercredi 19 août 2021. Rendons-nous une fois de plus à l'intérieur du pays avec le Fonds de promotion de l'industrie. Il ne s'agit pas seulement de financer les projets industriels, mais aussi et surtout de les inspecter et les superviser pour se rassurer de leur exécution. C'est à cet exercice que se livre depuis jeudi 19 août 2021 la mission mixte des experts du Fonds de promotion de l'industrie FPI et ceux du ministère de l'Industrie à Goma dans la province du Nord Kivu. Images et commentaires dans ces reportages sur les civilités présentées au gouverneur militaire Constant Ndima du Nord Kivu. Conduite par le directeur général adjoint intérimaire du Fonds de promotion de l'industrie, Christian Omilingo Mwaka, la délégation est allée rassurer la population du Nord Kivu que malgré l'état de siège en vigueur dans cette partie du territoire national, les activités économiques et de financement des projets industriels se poursuivent normalement. Au gouvernorat de province, Christian Omilingo Mwaka, le numéro 2 d'intérim du FPI, a annoncé l'objet du séjour. Nous sommes venus pour une mission spécifique. Il s'agit évidemment de constater qu'au Nord Kivu, il y a des promoteurs sérieux qui veulent s'investir dans un domaine qui aura un impact socio-économique certain sur la population et sur la province. En clair, nous sommes venus pour un projet dans le secteur de la production de ciment. Et c'est ce secteur qui a attiré l'attention du Fonds de promotion de l'industrie. Nous sommes venus pour voir comment booster, comment donner un coup de pouce à cette industrie pour que cette industrie puisse non seulement créer de l'emploi, mais aussi renflouer le marché de l'Est en ciment, pourquoi pas aussi toute la République démocratique du Congo. Nous voulons dire que le Fonds de promotion de l'industrie, c'est le bras séculier du gouvernement en matière d'industrialisation de notre pays. Et nous attendons les promoteurs. Le directeur général adjoint à l'intérim du Fonds de promotion de l'industrie a promis qu'avec l'implication des promoteurs, la province du Nord Kivu sera dotée d'industries capables de booster l'économie et le développement de ces coins du pays. De Goma, rendons-nous à la primature ici à Kinshasa pour parler de l'actualité du Premier ministre, de l'état de siège et la pollution de la rivière Kassai passée en revue à la réparation et remise en service du scanner et de l'imagerie par résonance magnétique IRM des cliniques Ngalema, en passant par la visite rendue à la famille de l'étudiant congolais tué en Inde la semaine du Premier ministre. Jean-Michel Samalou Konde Kenge n'a pas été de tout repos pour apporter des solutions idoines aux attentes de la population congolaise. Retour sur la semaine du 16 au 21 août 2021 du chef du gouvernement dans ses commentaires signés Priska Sekana Kinzondi. Lundi 16 août 2021 à la primature, le gouverneur militaire des Lituri et du Nord Kivu ont, ensemble avec le chef du gouvernement, passé en revue toute la situation sécuritaire de leurs provinces respectives. La lutte contre la troisième vague de la pandémie de Covid-19 sur le sol congolais, ainsi que le problème d'exportation de produits agricoles n'ont pas été en reste. Au Nord Kivu, nous avons un grand problème d'exportation de nos produits agricoles, notamment le cacao, le café, le quinquina et consorts.
Nous avons échangé avec son Excellence Monsieur le Premier ministre sur ce problème parce que nos acheteurs, nos paysans et nos exportations en souffrent. Nous avons plus de produits qui sont en stock et nous n'arrivons pas à évacuer. Face à la situation de la pollution de la rivière Kasaï, en considérant les impacts nocifs sur la biodiversité du pays, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a présidé en son cabinet de travail une réunion d'urgence avec les ministres sectoriels pour évaluer cette situation. À cet effet, le chef du gouvernement a diligenté des missions de solidarité avec les populations riveraines des provinces impactées par cette pollution de la rivière Kasaï au départ de l'Angola voisin dont l'usine a contaminé les eaux pour que les responsabilités soient établies. Il y a des échantillons par 2 fois qui ont été prélevés et des analyses ont été faites. Nous avons des premiers éléments qui montre clairement qu'il s'agit des substances qui ont contaminé les eaux. Il y a une démarche qui est en train d'être organisée pour aller vers le pays frère dont l'usine a contaminé les eaux parce qu'il s'agit de la contamination avec des dégâts matériels. Il y a plus de 400 personnes qui ont été répertoriées connaissant des cas de diarrhée. Le gouvernement est en train de s'atteler pour des actions humanitaires. Tombées en panne depuis 2 ans, 2 grandes machines des services de radiologie et imagerie des cliniques Ngaliema, notamment le scanner et l'imagerie par résonance magnétique IREM, outils indispensables dans les dépistages de la Covid-19 et la prise en charge des malades souffrant des pathologies cérébrales et autres lésions, ont été réparés et remis en service grâce à l'appui du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, qui, s'inscrivant dans la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en cette matière, n'a pas hésité de répondre avec promptitude aux cris d'alarme lui lancés par le médecin et les staffs dirigeants de cette institution hospitalière de Kinshasa. Après cette panne qui a perduré pendant longtemps et qui a vraiment pénalisé le service et aussi la population quinoise, nous sommes très émus, très contents de retrouver notre matériel opérationnel afin de rendre le meilleur service à notre population. Et nous profitons de l'occasion pour remercier le Premier ministre pour sa réaction immédiate après qu'il soit saisi du problème qui s'est posé dans notre service de radiologie. Sous l'impulsion du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le gouvernement de la République, sous la conduite du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, prend à bras le corps la situation liée à l'assassinat de l'étudiant congolais Joël Shindani Malou en Inde. C'est dans cette optique qu'une forte délégation a été dépêchée dimanche 15 août 2021 à la famille biologique de l'illustre disparu pour une visite de consolation et de réconfort moral. Le vice-premier ministre aux Affaires étrangères qui a conduit la délégation a promis l'implication du gouvernement sur le plan diplomatique pour que les responsabilités soient établies, mais aussi pour que la dépouille de l'illustre disparu soit vite rapatriée au pays. Et puis, sachez que le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge séjourne depuis ce samedi 21 août 2021 à Bunia dans la province de l'Ituri, bravant ainsi tous les risques pour faire le suivi des décisions prises consécutivement à l'état de siège dans cette province, au-delà du caractère humanitaire que revêt cette visite pour la population de Bunia. En signe de paix, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a fait voler un pigeon. Ce dimanche 22 août 2021, le chef du gouvernement a évalué effectivement la situation humanitaire dans la province au cours d'une réunion avec les agences humanitaires et les ministres sectoriels du gouvernement central. Je vous laisse suivre les premiers mots du chef du gouvernement à sa descente d'avion samedi 21 août 2021 à l'aéroport de Bunia. Suivez.
D'abord, je voudrais dire que je suis très content d'être ici, en Ituri, effectivement pour une première visite. Visite ordonnancée par Son Excellence Monsieur le Président de la République, qui était ici au mois de juin et qui nous a demandé de venir faire le suivi des décisions qui avaient été prises consécutivement à l'état de siège que nous avons ici en Ituri. Ensuite, la deuxième mission, au-delà de l'évaluation, c'est une mission humanitaire. Parce que comme vous le savez, nous sommes dans une situation où il y a des familles qui sont déplacées, qui ne peuvent pas être dans leur lieu habituel de résidence. Et nous voulons leur apporter notre soutien ici et leur témoigner notre solidarité. Et à tout le peuple iturien qui n'a que trop souffert des insécurités ici depuis plus de 20 ans. Et pour finir, nous avons cette question qui concerne l'état de siège où nous voulons éradiquer ces forces négatives et ces forces terroristes et faire une demande à ce qu'il y ait une reddition des armes, surtout pour nos jeunes dont nous ne voulons pas voir la vie être perdue inutilement. Déjà ici, nous allons faire une évaluation avec monsieur le gouverneur militaire ici sur cette question. Mais comme vous le savez, depuis peu, nous avons le comité du programme PDDRCS. Et donc, ça va faire partie de leur première mission de venir ici pour d'abord faire une évaluation de la situation. Et par la suite, vraiment, il y aura une prise en charge. Ça fait partie de nos priorités parce que nous estimons qu'en même temps que nous menons cette bataille, cette guerre contre les forces négatives, en même temps, nous devons nous occuper de nos compatriotes qui veulent retourner à la vie civile. Bâtir l'émergence du Congo démocratique par la gouvernance, publié aux éditions L'Harmattan, c'est l'intitulé de l'ouvrage porté sur les fonds baptismaux ce samedi 21 août 2021 au chapiteau de l'hôtel Pullman Kinshasa, en présence de nombreuses autorités du pays et quelques personnalités importantes. L'auteur du livre, Jean Elongo Ngona, analyse et propose des solutions innovantes pour l'avènement du Congo véritablement riche sur base de ses immenses potentialités avec une population à la fois prospère et heureuse. Didi Mavambou et Fanfan Makitou pour les détails. Ça y est, le livre « Bâtir l'émergence du Congo démocratique par la gouvernance » écrit par Jean Elongo Ngona, porté sur le fonds baptisme par le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo. Le vernissage de cet ouvrage est intervenu en présence de quelques autorités du pays, notamment le ministre des Finances Nicolas Kazadi et celui de l'économie nationale Jean-Marie Kalumba, ainsi que le vice-gouverneur de la Banque centrale du Congo. Il y avait également dans la salle d'anciens gouverneurs de l'Institut des missions, à l'instar de Pierre Paipai et Jean-Claude Massangou Moulongo. C'est le vice-premier ministre honoraire Daniel Mukoko Samba qui a commenté l'ouvrage de Jean Elongo Ngona, qui a procédé à une évaluation millimétrée de la situation économique de la RDC durant une période déterminée et a proposé également quelques pistes de solutions devant concourir à de résultats concluants au profit de populations congolaises grâce aux bonnes pratiques de gestion comme la bonne gouvernance. S'il est donc un thème qui reste constant dans cet ouvrage, c'est bien celui de l'indiscipline du Trésor public, qui, comme le reconnaît l'auteur, profite de sa position dominante vis-à-vis de la Banque centrale pour causer de manière quasi continue des déficits dont la monétisation a été la principale source de l'inflation et de la perte de la valeur externe de la monnaie nationale. Et c'est autour de ce thème que l'auteur lance l'appel à l'adoption des pratiques de bonne gouvernance. Mais il insiste, non pas pour répondre aux vœux des partenaires extérieurs, mais pour répondre aux besoins d'ajustement intérieur. Intervenant à cette occasion, le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, a salué cette œuvre qui prône les meilleures manières de gérer la chose publique en vue de répondre aux besoins du souverain primaire. Comme l'a dit Jean Elongo dans son ouvrage,
il y a encore du chemin. Nous devons continuer de construire et nous devons tirer les leçons du passé. J'en tire deux principales. La première, elle concerne le secteur financier, et il l'a dit dans son ouvrage. Le secteur financier, la finance, l'argent, c'est le sang qui irrigue le corps et qui permet aux organes de fonctionner. Nous avons un chemin à parcourir. La Banque centrale, qui est encore sous-capitalisée, avec tous les problèmes qu'elle a, qui alors qu'elle est le dernier recours. Les banques commerciales, avec quelques symboles malheureux. Deux banques qui étaient des banques à capitaux congolais en majorité ou en grande partie. La Banque zaïroise du commerce extérieur, aujourd'hui devenue repère de politiciens, parce que c'est le siège de la CENI, c'est tout un symbole. L'Union congolaise des banques, qui est aujourd'hui devenue le siège de l'Agence nationale de renseignement, c'est également un autre symbole. Ça montre tout le chemin que nous avons à parcourir et ça montre notre échec ou quelques-uns de nos échecs. Sur le plan économique et social, Jean Elongo l'a dit tout à l'heure, il y a une grande leçon à tirer. C'est que quelle que soit la taille du gâteau, notre devoir, c'est de servir ceux qui nous mandatent. Et nous ne l'avons jamais fait suffisamment et ça se retourne inexorablement contre nous. Et lorsque on considère la répartition du produit intérieur brut ou la répartition du budget de l'État, il est évident que nous n'avons pas réussi à servir ceux qui nous donnent le mandat d'être là où nous sommes. Autre intervention de haute facture, c'est celle de Pierre Paipai, préfacier de ses livres. Cet ancien ministre des Finances et gouverneur honoraire de la Banque centrale a reconnu à travers cet ouvrage les valeurs intellectuelles de Jean Elongo Ongona. Ce dernier fut l'un de ses proches collaborateurs avec qui ils ont réussi à mettre sur pied des stratégies intelligentes pour casser la seule et unique hyperinflation de l'histoire du pays en 1995 de 9000% à 300%, tel que relaté dans cette œuvre scientifique réalisée par l'auteur du livre. J'ai dit au ministre des Finances, notamment le président du Sénat, laissé parce qu'il a exercé ses fonctions, vous n'aurez pas que les finances publiques. Vous serez mêlé à beaucoup d'aventures, pas toujours agréables. Mais tenez bon, parce que si vous réussissez, plus vous réussirez, plus le nombre d'ennemis et d'adversaires augmentera. Mais qu'importe, si le peuple congolais, votre peuple, vos frères et sœurs, se rendent compte que leur vécu quotidien s'améliore, vous aurez fait votre travail. Je vous remercie. Pour l'ancien gouverneur de la Banque centrale du Congo, Jean-Claude Massangou Moulongo, ses livres est une œuvre salutaire. Je voudrais féliciter l'AG Elongo. Je voulais aussi féliciter tous ceux qui ont parlé avant moi et qui ont dit des choses qu'ils ont eux-mêmes vécues. Moi-même, j'ai aussi vécu cela, avec des messages difficiles à faire passer, à faire l'équilibriste, parce que le politique, vous basculez, vous bousculez, et pouvez vous bousculer à tout moment. Les recours à la bonne gouvernance comme remède à tout le mot qui mine la gestion des finances publiques congolaises, c'est forcément le mobile ayant conduit Jean Elongo Ongona à la production de cette œuvre scientifique. La sortie de mon livre ce jour m'offre l'opportunité de remercier l'Éternel bon Dieu d'avoir permis son élaboration en mettant à ma disposition tous les facteurs et facultés nécessaires pour l'écrire et les mettre à disposition de tous. À la fin de cette cérémonie, c'est tout le monde, y compris des autorités,
qui se sont précipités pour acheter ces livres, qui est au fait une mine d'or pour tous les chercheurs, experts économiques, mandataires publics, dirigeants et autres catégories professionnelles. Jean Elongo Ongona ne se lassera jamais d'apporter sa pierre à l'édifice d'un Congo prospère et émergent. Son ouvrage « Bâtir l'émergence du Congo démocratique par la gouvernance » publié par les éditions L'Harmattan est une véritable bible scientifique et très édifiante contenant de pistes de solutions innovantes pour faire de la RDC un pays réellement riche sur base de ses immenses potentialités. Bâtir l'émergence de la République démocratique du Congo passe également par l'agriculture parce qu'il faut une revanche du sol sur le sous-sol. C'est dans ce sens que sous le haut patronage de Madame Pierrette Bemba-Mbombo Moukadi, que Madame Hélène Mavar-Manga a animé une conférence sous le thème « Autour de nos légumes, le manioc ». Cette conférence s'est déroulée ce samedi 21 août 2021 dans la commune de la Gombe. C'est ce que nous disent Naomi Makwela et Christian Kinina qui étaient présents à cette rencontre. Sensibiliser les femmes des différentes tendances sur l'utilisation de produits locaux, tel est l'objectif de ce cycle de conférences sur le bienfait des plantes pour la santé. Des assises organisées sous le haut patronage de Madame Pierrette Bemba-Bombo, axées sur le thème « Autour de nos légumes, les maniocs ». Au cours de cette conférence, il a été question d'expliquer à cet auditoire, essentiellement composé de femmes, l'importance et le rôle que jouent les plantes dans l'organisme de tout être humain. La pharmacopée traditionnelle doit permettre à la population congolaise de vivre plus longtemps que nos ancêtres, a indiqué Esther Kamwanya, directeur du cabinet adjoint de la ministre du Genre, Famille et Enfants, à l'ouverture de ces assises. La République démocratique du Congo est capable de produire une diversité de légumes et de plantes à cause de tout ce que la nature l'a pourvu. Et parce qu'aujourd'hui, nous parlons des bienfaits des plantes pour la santé, je voudrais également vous rappeler qu'un des objectifs de la politique du gouvernement retenu dans le plan national stratégique de développement est celui d'améliorer l'accès aux services sociaux de base. Et lorsqu'on parle de l'accès aux services sociaux de base, je vois les routes des dessertes agricoles qui vont permettre à ce que les légumes qui sont vendus dans l'arrière-pays, dans des villages, puissent être amenés au lieu de commercialisation. Il est recommandé à toutes les familles congolaises et d'ailleurs de faire un bon usage quotidien de plantes. La base alimentaire de chez nous, c'est le manioc. Donc c'est pour ça que j'ai voulu commencer par le manioc, parce que c'est quelque chose qui touche tout le monde, le manioc. Et on mange et les feuilles et les tubercules. Donc vraiment, c'est vraiment une plante importante pour chez nous. Voilà, et autour des légumes, parce qu'on ne faisait pas toujours parler d'une seule chose, et aussi parce que parler de l'huile de palme, ça me tenait à cœur. Parce que moi, je suis saisie de voir les gens qui disent non, on mange avec de l'huile d'olive. Mais aussi qu'on voit qu'on a beaucoup de potentiel pour des développements économiques. Hein? On a parlé de l'amidon et tout, c'est un grand potentiel pour le développement économique. Les participantes à cette conférence se sont dites satisfaites. Aujourd'hui, cette conférence a été très riche et enrichissante dans les connaissances. C'est vrai que le manioc, c'est un produit, un légume que nous utilisons tous dans notre alimentation quotidienne. Pour les Congolais que nous sommes. Mais il y a certaines vertus qu'on ne connaissait pas. Moi particulièrement, par exemple, je ne savais pas que le fait de mettre le manioc dans l'eau, ça permettait de pouvoir enlever tout ce qui est cyanurogène dans le manioc, qui est très nocif pour la santé et qui donne notamment des maladies telles que thyroïde et le goitre. Donc ça, j'ai appris ça, je ne savais pas que les maniocs étaient à l'origine de cela. Ces cycles de conférences attendent continuer dans les prochains jours pour expliquer à la population le bienfait de certaines plantes.
Jetons à présent un regard sur les tendances des prix de quelques denrées alimentaires de grande consommation sur les principaux marchés de Kinshasa. Nous faisons appel à notre consoeur Naomi Makwela. Les tendances de prix de quelques denrées alimentaires de grande consommation demeurent volatiles sur les principaux marchés de la ville de Kinshasa. Le prix d'un carton de 20 plus 30 kg du poisson chinchard, produit pour le commun de mortels, est resté stable depuis la semaine passée. Il revient à 153 000 francs congolais au marché de la Liberté, 157 000 francs congolais au marché Zikida, 156 000 francs congolais au marché Gambela E, 155 000 francs congolais au marché Matete. Concernant les haricots, le prix d'un sac de 100 kg a connu une baisse passant de 170 $ à 150 $ au marché de la Liberté. Même constat fait au marché Zikida où les 10 sacs qui coûtaient 150 $ se vendent actuellement à 145 $. Au marché Gambela, le coût revient à 155 $. Le prix est passé de 165 $ à 155 $ au marché Matete. Du côté produits secs, les sacs de maïs graines n'a pas changé de prix depuis la semaine passée. Au marché de la Liberté, il se vend à 120 000 francs congolais. À 125 000 francs congolais, c'est le prix observé au marché Zikida. Au marché Gambela, il coûte 108 000 francs congolais et 100 000 francs congolais au marché Matete. Pour les sacs de cossettes de manioc en provenance du Kwilu et du Congo central, le prix d'un sac de 100 kg a connu une hausse dans les différents marchés de Kinshasa. Les sacs qui se vendaient à 98 000 francs congolais coûtent 100 000 francs congolais au marché de la Liberté. Il est passé de 100 000 francs congolais à 115 000 francs congolais au marché Zikida, 125 000 francs congolais au marché Gambela et 130 000 francs congolais au marché Matete. Bouclons ces passages en revue de prix de quelques denrées alimentaires de grande consommation avec les sacs du sucre de 50 kg de la compagnie sucrière de Kulingongo qui a légèrement baissé le prix. Au marché de la Liberté, alors qu'il se vendait à 94 000 francs congolais, il coûte actuellement 93 000 francs congolais. Il revient à 94 200 francs congolais au marché Zikida, 96 000 francs congolais au marché Gambela et 93 500 francs congolais au marché Matete. Sur les marchés internationaux, les clignotants sur les cours de principales matières premières sont au rouge, des produits pétroliers aux produits agricoles en passant par les produits miniers. Pour la troisième semaine consécutive, les cours du brut sont en baisse jusqu'à descendre sous la barre des 70 $ américains le baril. À Londres, par exemple, le baril a coûté 65,04 $ américains, soit une baisse de 2,28%, baisse également de 2,80% à New York du prix du brut léger américain West Texas Intermediate WTI, le baril revenant à 61,88 $ américains. Selon les sites prixdubaril.com, les cours du pétrole ont continué de glisser vendredi pour la 7e séance consécutive, secouée par les menaces qui planent sur la future demande de brut, alors que le Covid-19 continue de se propager. La dégringolade se poursuit également du côté produits miniers. La tonne métrique du métal rouge, le cuivre, a coûté 8 893,85 $ américains, en baisse de 3,61% après 2 semaines de hausse. La tonne métrique du cobalt, de son côté, demeure en baisse de 1,54% pour cette semaine, coûtant 51 250 $ américains. L'once du métal jaune, l'or donc, n'a pas bougé depuis 21 semaines maintenant, restant à 0,00%, les prix de la tonne métrique revenant à 1781,65 $ américains. Baisse généralisée également côté produits agricoles ou sur les marchés agricoles. La tonne du maïs s'est négociée à 539 $ américains, en forte baisse de 4,09%. Baisse également du prix de la tonne du riz de 0,11%. Pour se situer cette semaine à 13,27 $ américains. Côté blé, le prix est en baisse de 3,12%. La tonne s'est négociant à 714 $ américains. Concernant les autres produits agricoles, comme pour les uns, en tout cas, les cours sont toujours rouges. Pour les cafés, par exemple, la tonne a coûté 178 $ américains, en baisse de 0,81%.
La tonne du cacao, de son côté, a enregistré une baisse de 3,97%, se situant à 2567 $ américains. Enfin, l'or blanc, qu'on appelle le coton, donc, qui est l'or blanc, a perdu 1,70% de sa valeur. La tonne se négociant à 94 $ américains. Bouclons complètement cette émission avec cette page noire. Vous le savez déjà peut-être, c'est lui qu'on appelait affectueusement Baba Kyungu, l'honorable Gabriel Kyungu Wakumwanza, président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, nous a quittés depuis ce samedi à Luanda. Nous sommes là en Angola, où il était parti en soins. La nouvelle de sa mort a été confirmée par les membres de sa famille politique et biologique. L'agence Galaxy Media, avec son directeur général Jérôme Sekana Penepapa, présente leurs condoléances les plus attristées à la famille de l'illustre disparu et à la famille politique du feu Gabriel Kyungu Wakumwanza. Toutes les condoléances donc et paix à l'âme de l'illustre disparu. Merci de nous avoir suivis depuis les villes de Beni, Goma et Butembo. Nous sommes là dans la province du Nord Kivu. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement, toujours avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir et à très bientôt.